À votre avis, c'est quoi le point commun entre une fourmi ou une abeille et une supernova? La question peut sembler un peu ridicule. Comment des insectes aussi petits pourraient avoir un quelconque lien avec l'espace? Et je vais même en rajouter. Comment comprendre ces fourmis pourrait nous donner les clés pour mieux appréhender des mécanismes complexes, comme la formation des étoiles? Ce sont les questions auxquelles on va s'attaquer aujourd'hui. Et pour pouvoir apporter les réponses nécessaires, je vous ferai découvrir les capacités hors normes de certains insectes, les exploits d'une société minuscule que vous fréquentez tous les jours, mais que vous ne prenez peut-être pas assez le temps d'admirer. Entre nanoparticules, carences alimentaires, phéromones et Big Bang, aujourd'hui je vous emmène avec moi pour essayer de comprendre l'univers grâce aux insectes. Mais pour comprendre le lien entre ces petites créatures et des phénomènes qui se déroulent à l'échelle spatiale, faut prendre le temps de regarder sous vos pieds. Les fourmis, des insectes qui, individuellement, sont pas incroyables. Y'a qu'à voir leur taille, et même si elles possèdent une force et une vitesse assez solides, toutes seules, ça va pas être ça pour survivre. Mais ça serait extrêmement réducteur de s'arrêter là, parce que pour comprendre le vrai potentiel des fourmis, il faut dézoomer un peu. Leur force, c'est l'intelligence collective, la capacité à organiser et à coordonner un groupe pour résoudre des problèmes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce terme est chirurgicalement précis. Parce que si on laisse une fourmi seule pendant plusieurs jours, il va probablement rien se passer d'intéressant. Mais si on place une bonne quantité de fourmis dans un milieu, vous revenez au bout de quelques temps et il se passe ça. Une véritable société d'insectes, tellement organisée qu'elle est immunisée contre les embouteillages par exemple. Elles peuvent continuer de se déplacer jusqu'à peu près 18 fourmis au centimètre carré. En comparaison, nous les humains, à plus de 3 personnes au mètre carré, on fait du surplace. Mais c'est pas tout, elles sont aussi capables de former des tours et de gérer des carences alimentaires auxquelles la colonie fait face. Ça paraît bête, mais vous verrez que ça sera très important pour la suite. En bref, c'est un système très bien rodé. Et ça, c'est grâce à l'eusocialité, la séparation des individus en castes. C'est pareil chez les abeilles. Chaque groupe, basé sur la morphologie ou le comportement, obéit à des règles simples. Les ouvrières cherchent la nourriture, la reine se reproduit avec les mâles, etc. Ça permet à ces insectes de rester très organisés. Et là, c'est peut-être le moment où vous vous posez une question. Comment les fourmis et les abeilles arrivent à s'organiser aussi bien? Parce que jusqu'à preuve du contraire, les fourmis, ça parle pas. Alors, comment ils se transmettent des informations? Et je vous répondrai simplement que ces deux insectes utilisent des phéromones. Non, pas cela. Les phéromones sont des composés chimiques naturels produits par des individus de la même espèce pour influencer le comportement de leurs semblables. Alors ça paraît pas fou, mais c'est une méthode de communication qui peut littéralement servir à résoudre des problèmes de logique. Je sais que vous avez l'air sceptique, donc laissez-moi vous expliquer. Certaines phéromones, déposées sur des pistes par les fourmis, vont avoir pour effet d'attirer leurs collègues. Et si on prend deux chemins qui mènent à de la nourriture, les fourmis vont constamment emprunter le plus court, grâce à ces phéromones. Parce que plus un trajet est court, plus le chemin sera traversé souvent par les fourmis, et plus des phéromones vont s'y déposer, ce qui va finir par attirer d'autres congénères. Je vais pas plus m'étaler là-dessus parce qu'il y a d'autres excellentes vidéos qui en parlent, mais sachez qu'à partir de ce principe, on peut créer des algorithmes et on arrive à des choses comme ça. Ça vous fait peur? Eh ben moi aussi. Et si vous êtes déjà impressionné par ça, attendez de voir ce qu'on peut faire avec les abeilles. Grâce à des phéromones qui maintiennent la cohésion au sein du groupe, les abeilles peuvent immigrer, littéralement. Ça s'appelle l'essaimage. Une moitié de la colonie migre avec l'ancienne reine et s'installe provisoirement sur un arbre pour partir à la recherche d'un nouvel endroit pour un nid. Elles indiquent les endroits propices grâce à une danse. Plus elle est persistante, plus l'endroit est bon. Et quand assez d'abeilles sont sur le même site, elles migrent vers le nouveau nid. Elles ont réussi à partager des informations, à mutualiser leurs connaissances pour trouver le meilleur endroit possible, en partant de, je le rappelle, quelque chose comme ça. Tout ça grâce à leur intelligence sociale. Est-ce qu'avec tout ça, vous voyez le lien entre phéromones et régulation des carences au sein d'une colonie de fourmis? Toujours pas? Bon, je pense que c'est le moment de vous expliquer. Dans une étude du CNRS, publiée en 2019, des chercheurs ont eu une idée spéciale. Ils ont voulu voir comment réagissent des fourmis quand on leur prive temporairement d'un aliment essentiel à leur nutrition. Ouais, posez pas de questions, c'est des délires de chercheurs. Comment se présente l'expérience? 20 à 30 colonies sont privées d'un ou plusieurs éléments nutritifs pendant une semaine. Les éléments retirés, le sucre, les acides aminés, les briques qui constituent les protéines et le cholestérol. Pour imager, on va dire que dans notre cas, l'élément d'où les fourmis sont privées, c'est le sucre. À la suite de cette privation, on donne l'opportunité à la colonie de contrebalancer ce déséquilibre alimentaire.
en présentant pendant 1 heure 2 sources de nourriture. Une qui présente l'élément nutritif manquant et une autre qui contient un élément non manquant, par exemple le cholestérol. Les fourmis, chargées d'aller choper de la nourriture, on les appelle les récolteuses et elles représentent 10% de la colonie. Pause. À ce moment-là, comment vous pensez que les fourmis vont réagir ? Est-ce qu'elles vont aller vers les 2 sources de nourriture au hasard? Ou est-ce qu'elles vont... Oui, bon, ça sert à rien de faire durer le suspense, la réponse, vous la connaissez. Les récolteuses se dirigent massivement vers la nourriture offrant du sucre, l'élément manquant. Mais là où ça devient intéressant, c'est que cette décision est visible dès 10 minutes. Un laps de temps trop court pour l'apprentissage et la comparaison des 2 sources de nourriture, ou pour encore un feedback post-ingestif de la colonie. C'est une décision trop courte pour laisser le temps aux fourmis d'apprendre et de tirer des conclusions. Mais alors, comment elles ont fait? Elles ne sont pas conscientes, elles ne choisissent pas par pure logique de se diriger vers l'élément nutritif manquant. Et le temps ne laisse place à aucun retour de la colonie. Alors, si comme moi vous commencez à être perdu, voilà l'explication. D'abord, il y a un détail que je vous ai caché. Les récolteuses sont devant la nourriture, elles ont 2 options. Soit elles stockent l'aliment et rentrent à la colonie le ventre vide, soit elles se nourrissent d'abord et ensuite elles stockent la nourriture pour la ramener aux autres. Et on a observé qu'elles ont plus de chances de se nourrir directement si l'aliment présente l'élément nutritif manquant. Pour notre cas, si elles sont face à du sucre, elles ont 60% de chances de se remplir le ventre et d'ensuite faire profiter les autres. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'à la suite de cette observation, les chercheurs ont émis une hypothèse. Les fourmis qui rentrent au nid le ventre vide déposent moins de phéromones de piste. Si on reprend notre exemple du début, une récolteuse qui tombe sur un aliment contenant du cholestérol a moins de chances de le manger directement. Donc, elle rentre au nid le ventre vide, ce qui fait qu'elle dépose moins de phéromones, et la piste qui mène au cholestérol est donc moins fréquentée. Et à l'inverse, elles ont tendance à manger directement l'aliment qui contient du sucre. Elles laissent donc plus de phéromones sur leur chemin, ce qui attire davantage les fourmis vers cette voie, où se trouve l'aliment dont elles manquent. Alors, je sais pas si j'ai été très clair, au cas où, voilà un court résumé. Mais sachez qu'il y a encore moyen de complexifier l'expérience, en faisant en sorte que les récolteuses n'aient pas les mêmes carences que le reste de la colonie. Mais dans tous les cas, le résultat est le même. Les fourmis sont capables de s'adapter à des problèmes complexes en trouvant les mêmes solutions que nous. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est qu'à aucun moment elles ne réfléchissent comme nous. Elles ne possèdent pas notre esprit, notre logique, notre cheminement de pensée. Pourtant, grâce à des mécanismes simples, le système de caste et les phéromones, elles sont capables de produire un résultat équivalent à une décision logique, sans se rendre compte. Avec des règles de base, les fourmis, les abeilles, arrivent à se développer et à créer des choses incroyablement plus complexes. Et peut-être que vous vous dites qu'observer comment les fourmis gèrent les difficultés d'alimentation auxquelles elles sont confrontées, c'est pas très utile pour nous. Et c'est peut-être même pas si intéressant que ça. Pour répondre à ça, est-ce que vous connaissez le biomimétisme? C'est une philosophie, un processus, qui consiste à s'inspirer des formes, des matières et des propriétés du vivant pour créer des innovations, comme les ailes de l'oiseau ont inspiré l'aviation par exemple. Et ben on peut faire la même chose avec les fourmis, parce qu'elles sont aussi capables de faire ça. Une sorte de pont qui leur permet de traverser des brèches par exemple. Et là, je vais vous mettre dans un contexte. Vous êtes un chercheur de l'université de Hong Kong et vous voyez ça. Quelle idée vous vient en tête? La réponse? Ils se sont inspirés de ces ponts pour créer un système de nanoparticules auto-assemblables capables de créer des circuits électriques. Ouais. En gros, des nanoparticules magnétiques et d'oxyde de fer sont couvertes d'une couche d'or pour les rendre conductrices. Quand on les soumet à un champ magnétique, elles vont organiser une sorte de ruban conducteur. Et quand on désactive le champ magnétique, le ruban peut sécher et devient une structure rigide, une sorte de piste qui permet de faire passer du courant. Ça a permis aux chercheurs de réparer des circuits électriques microscopiques en créant des liaisons stables permanentes entre 2 points déconnectés, un peu comme le système de pont de fourmis, qui paraît tout de suite beaucoup plus utile. Bon, ça fonctionne que sur un circuit en 2 dimensions pour l'instant, mais c'est quand même incroyable, non? Et voilà, j'ai pu vous présenter à quel point ces insectes sont, selon moi, passionnants. Mission accomplie, enfin partiellement, parce qu'il nous reste quand même une question en suspens. Et comme je vous ai donné les informations les plus importantes pour comprendre les insectes, il est temps d'en faire de même avec l'espace. Et à la fin, vous aurez toutes les cartes en main pour comprendre cette comparaison. Et pour vous montrer à quel point l'univers peut être fascinant, quoi de mieux que de remonter aux origines de l'étoile la plus connue du monde. Accrochez-vous, je vous emmène découvrir avec moi la naissance du Soleil. À ce moment-là, on observe des nuages moléculaires géants, des régions froides et denses, qui peuvent s'étendre sur plusieurs années-lumière. Mais s'ils subissent des chocs, issus de supernovas ou de collisions avec d'autres nuages, ces nuages géants se fragmentent. Sous l'effet de la gravité, les noyaux denses s'effondrent sur eux-mêmes, ce qui entraîne une augmentation de leur température centrale. Chaque fragment effondré est le noyau d'une future étoile.
Lorsque la température atteint quelques milliers de Kelvin, le cœur devient opaque au rayonnement infrarouge. Il est maintenant optically thick, ce qui donne naissance à une proto-étoile, une sorte de fœtus qui mènerait à la création d'une future étoile. À ce stade, la proto-étoile est enveloppée dans un cocon de gaz et un disque protoplanétaire. C'est un disque entourant une étoile qui est constitué de gaz et de poussière. Et d'ailleurs, en parlant de gaz, des flux peuvent être émis perpendiculairement au disque. Ils proviennent des deux pôles de la proto-étoile. Ils transportent l'excès d'énergie cinétique et permettent à la matière d'être plus facilement accrétée. Le fait d'augmenter sa masse grâce à l'agglomération de matière autour du disque. Lorsque la température atteint 10 millions de Kelvin, des réactions nucléaires de fusion de l'hydrogène commencent dans le cœur de la proto-étoile. Les pressions radiatives et thermiques créent une force qui pousse vers l'extérieur et qui s'oppose à la gravité qui veut faire s'effondrer l'étoile. C'est ce qu'on appelle l'équilibre hydrostatique. L'étoile devient stable, ça y est, le soleil est né. Et finalement, tout ça, cette incroyable création de l'univers, elle repose sur des règles fondamentales. À chaque étape, rien de magique. Les ondes de choc qui fragmentent les nuages, la gravité qui fait s'effondrer ces fragments, la chaleur extrême qui crée une épaisseur optique, des réactions nucléaires et du chaos déterministe. Ces principes ont entraîné au fil du temps un enchaînement qui a conduit à un résultat infiniment plus complexe que les lois qui l'ont créé. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Un système qui, lui aussi, part avec des règles de base et qui finit avec un résultat terriblement plus complexe et chaotique qu'au départ. Le voilà le point commun entre ces deux sujets qui semblent si éloignés, leur complexité absurde qui découle pourtant de lois élémentaires. Et c'est ce point commun qui fait que comprendre l'un peut aider à former une base de connaissances pour comprendre l'autre. Comme une colonie de fourmis ou d'abeilles, l'univers ne suit pas de plan. Il obéit à quelques règles de départ, et le reste émerge. On peut comparer ça aux échecs, ou aux jeux de la vie de Conway, ou même à Minecraft, où il suffit de quelques minutes, voire quelques heures, pour comprendre les règles principales du jeu. Mais quand on commence à affûter la maîtrise de notre gameplay, on se rend compte de l'ampleur de ce qu'on peut créer. Des algorithmes capables de battre des humains, des micro-ordinateurs, des machines à calculer et tellement plus. Au point qu'à la fin, on a tellement poussé notre créativité, on a tellement analysé des concepts qui semblaient si inutiles, on a tellement étudié des phénomènes qui dépassent l'entendement, qu'il ne reste plus qu'à nous poser là, à prendre un peu de recul, pour admirer ce chef-d'œuvre.